Bonsoir. À la une de l'actualité, incendie au grand marché de Madina dans le secteur Mbalia. Bilan, plusieurs boutiques et magasins ravagés par le feu. Un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Le président de la République s'est rendu au chevet des victimes. Demain lundi, les élèves reprennent le chemin de l'école après plusieurs jours d'interruption. À propos, le gouvernement met en garde contre toute éventuelle manifestation non autorisée. Religion SOS pour la nouvelle église de Somphonia. Cette maison de Dieu peine à être achevée depuis plusieurs années. Les fidèles catholiques sollicitent de l'assistance financière. C'était là le titre, encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais tantôt, un incendie s'est déclaré tard dans la nuit du samedi au grand marché de Madina, précisément à Mbalia. Pas de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Plus de 300 conteneurs et une vingtaine d'ateliers de couture sont tous partis en fumée. D'après le premier constat, un court-circuit serait à l'origine de ce sinistre. Aussitôt informé, le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu au chevet des victimes. Reportage Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Il était 23 heures, selon les habitants du quartier Mafanko, quand une partie du grand marché Madina a pris feu. Bilan, de nombreux dégâts matériels enregistrés. Le président de la République se rend sur les lieux pour constater l'ampleur des dégâts. Selon plusieurs sources, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie, avec surtout comme facteur catalyseur les branchements clandestins et anarchiques des câbles électriques. Ça a 23 heures que le feu a commencé, mais pas d'accès. On a tout fait, on a même cassé certaines portes ici, mais ce n'est pas possible. Le président du réseau de l'association des commerçants, entrepreneurs, marchands et amis de Guinée évalue les pertes en milliards de francs guinéens. Arrivé sur le lieu, j'ai trouvé déjà que le feu se préparait. Heureusement, j'ai trouvé les services de la protection civile en place. Ils essayaient de maîtriser des mécanismes réels, de mobiliser tous les efforts pour maîtriser le sinistre. Mais malheureusement, le sinistre a persisté et les dégâts ont été majeurs. Environ 384 touchés, 324 qui sont complètement entamés. Voilà un peu des dégâts énormes qui peuvent être exprimés en milliards. Informés vers 23 heures, les sapeurs-pompiers ont rapidement rallié les lieux pour tenter de maîtriser le feu. Mais la construction anarchique des boutiques et conteneurs a rendu, selon le conseil du directeur national de la protection civile de Guinée, le travail difficile. Nous avons été prévenus à 23h45 et donc il y avait pas mal de flammes. Nous avons commencé à engager les moyens de Kaloum, Matoto et Ratoma et nous avons commencé par la partie sud qui présentait le plus de flammes. Dans un second temps, nous sommes intervenus sur la partie nord pour pouvoir essayer de circonscrire de deux côtés le sinistre. Donc nous avons engagé 6 camions de la protection civile, plus des moyens en renfort de la Guipresse de l'aéroport. Donc nous en sommes actuellement à plus de 12 heures de lutte et on en a encore facilement pour 3 heures parce que la configuration des lieux est assez difficile. Le président de la République s'est dit très affligé face à ces nombreuses pertes matérielles enregistrées. Je suis très puni que les gens perdent, mais regardez vous-même, regardez comment sont les magasins là aussi. Il n'y a même pas de passage. Regardez tous ces branchements qui sont clandestins. Regardez tous ces fils. Regardez comment les fils là sont entrechevés. Et ça, la moindre des choses, il y a court-circuit. Regardez. Il n'y a pas de passage. Même pour arriver ici, il a fallu dégager les tables. Personne, regardez, personne ne peut passer. Personne ne peut passer. Mais comment vous avez pu au marché laisser tout ça? Tout ça là. Vous savez très bien qu'on ne peut pas faire de branchement comme ça. Regardez. Regardez. Partout. Allez, regardez. Tous ces fils là, regardez. Est-ce que c'est normal? L'accès difficile à l'intérieur du marché pour maîtriser le feu et limiter ainsi les dégâts a été surtout la difficulté majeure à laquelle ces agents de la protection civile ont été sérieusement confrontés. Comme vous venez de le constater, les dégâts enregistrés dans cet incendie de Madina sont énormes. Le gouverneur de la ville de Conakry s'est également rendu sur le terrain pour soutenir les sinistrés. Le général Mathurin Bangoura apporte des précisions quant à l'origine de cet incendie. Il est au micro de Moussa Bangoura.
Contrairement à ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, du constat qui a été fait sur place, on s'est rendu compte, selon l'administrateur du marché et les chefs de secteur qui y vivaient, que le coup de circuit est à l'origine de cet incendie. C'est parti d'un atelier de couture qui est collé à une boutique. C'est là où le fait est sorti, selon le constat qui a été fait. Contrairement à tout ce que les gens sont en train de dire aujourd'hui, que ce n'est pas quelque chose qui a été planifié. Les chefs de secteur, c'est-à-dire les commerçants qui y vivent avec l'administrateur du marché, les commerçants eux-mêmes qui étaient là en grand nombre avec nous, se sont rendus compte que c'était effectivement un coup de circuit. Les autorités sont en train de prendre des dispositions. Pour un premier temps, il faut faire le constat. Après le constat, l'administrateur du marché, les commerçants, les chefs secteurs vont s'asseoir pour nous faire la liste des boutiques qui ont été incendiées. Et à l'issue, les dispositions vont être prises par le gouvernement guinéen. À propos du mauvais usage des réseaux sociaux, nous recevons sur ce plateau le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique, M. Moustapha Mami Diaby. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. Monsieur le ministre, aujourd'hui, nous faisons face à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux au détriment de la quiétude sociale. Qu'en dites-vous? Vous avez raison, Madame. Nous assistons à une utilisation malheureuse, déplacée, des réseaux sociaux. Le gouvernement déploie tous les moyens pour le développement des infrastructures de télécommunications et TIC pour permettre à tous les citoyens guinéens d'avoir accès à l'Internet. C'est pour que l'accès à cet Internet puisse contribuer au développement socio-économique dans notre pays. Mais malheureusement, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un usage malheureux, un usage hors norme de ces réseaux sociaux pour des fins parfois politiques, parfois inavoués, lesquels l'usage se livre certains de nos compatriotes. Je voudrais ici et maintenant dire à nos compatriotes que les réseaux sociaux constituent un espace de liberté pour que chaque citoyen puisse avoir accès, utiliser les réseaux sociaux pour son développement personnel et pour contribuer au développement socio-économique de notre pays. La liberté d'expression est consacrée dans notre pays, mais cette liberté d'expression est aussi encadrée par un certain nombre de lois. S'agissant des réseaux sociaux, il existe des lois qui interdisent un certain nombre de comportements liés à l'incitation à la haine, l'apologie du terrorisme, au tribalisme ou à l'appel au soulèvement. Que dit cette loi, Monsieur le ministre? Les articles 26 et suivants de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel sont très clairs. Tout citoyen qui se rendrait coupable d'incitation à la violence, de publication de vidéos de nature à porter atteinte à la quiétude sociale se verra traduit devant les cours et tribunaux. Monsieur le ministre, nous savons que les réseaux sociaux sont souvent des éléments virtuels. Comment allez-vous vous prendre pour pouvoir arrêter des gens en cas de violence? Aujourd'hui, ce que je vais dire à nos citoyens, c'est que tout ce que vous faites dans les réseaux sociaux, tout ce que vous faites à travers les télécommunications, l'écosystème de l'Internet laisse des traces. Où que vous soyez sur le territoire guinéen, quand vous vous rendez coupable de publications malveillantes, d'incitation à la haine, nous avons les moyens humains, nous avons les moyens techniques nous permettant de vous traquer, de vous identifier et de vous traduire devant les cours et tribunaux. Et si vous agissez hors de la Guinée, nous avons la possibilité de vous identifier, de savoir de quel pays vous agissez. Et la collaboration que nous avons avec les pays voisins, avec les pays amis, nous permet également de saisir ces pays pour que la justice du pays aussi puisse être actionnée. Monsieur le ministre, souvent les gens ils utilisent l'anonymat. Comment vous allez vous y prendre toujours? Tout appareil que vous utilisez est identifié dans le réseau. Est identifié à une adresse IP. Donc, que vous utilisez un ordinateur, que vous utilisez une tablette, que vous utilisez un téléphone portable, dès que vous êtes lié à un réseau, l'identification de ce réseau permet de vous identifier et d'aller jusqu'à savoir où est-ce que vous vous situez. Les moyens techniques existent. Seulement, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est sensibiliser les gens sur un usage responsable des réseaux sociaux, sensibiliser les gens sur le contenu des lois qui encadrent cet usage, mais également, nous avons aujourd'hui les moyens de traquer et de mettre hors d'état de nuire tout citoyen, qu'il soit en Guinée ou qu'il soit hors de la Guinée, qui se rendrait coupable de publication de vidéos, de textes malveillants
ou d'apologie du terrorisme ou tout autre travers sociaux qui sont codifiés et interdits par la loi 037 relative à la cybersécurité. Merci, monsieur le ministre, d'être passé sur ce plateau. Et puis, fini la récréation. Demain lundi, les cours reprennent sur l'ensemble du territoire après plusieurs jours d'arrêt. Une journée que le gouvernement espère calme. Ce soir, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a passé le message du gouvernement. Le journal Bourema Kwande met en garde contre toute éventuelle manifestation non autorisée. Il est au micro de Alia Kamara. Parlons des manifestations licites. C'est le droit du citoyen guinéen, c'est le droit des formations politiques, c'est le droit des associations, des ONG de tenir des manifestations, un droit qui leur est incontestable. Mais faut-il savoir que ce droit est cadré, qu'il y a des préliminaires, des préalables, desquels il faut s'acquitter en bon citoyen pour pouvoir procéder à la marche, à la manifestation, à la réunion, etc. L'article 621, c'est le terme du nouveau code pénal désormais en vigueur dans notre pays, dispose doit faire l'objet d'une déclaration préalable toute réunion publique, tout cortège et défilé et, d'une façon générale, toute manifestation sur les lieux et voies publiques. Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, notamment les cérémonies religieuses, sportives et traditionnelles. L'article 622. La déclaration présentée sous forme écrite est adressée aux maires des communes urbaines ou rurales 3 jours francs au moins et 15 jours francs au plus avant la date prévue par les organisateurs. Toute marche qui, à partir de maintenant, n'obéit pas à cette procédure qui vient d'être clairement lue, pas un texte arraché de ma tête, non, mais tout juste la lecture des textes officiels, du contenu d'une loi. À partir de cet instant, toute démarche qui n'obéit pas à ce principe sera simplement interdite. Et nous en appelons à toutes les formations politiques à ne voir là aucun abus de pouvoir, mais la volonté de respecter, n'est-ce pas, les lois guinéennes. Vous suivrez l'intégralité de cette déclaration après le journal. À Kalinko, les sinistrés des violences post-électorales continuent de bénéficier de l'assistance de personnes de bonne volonté. C'est le cas du Haut Conseil de Woulada qui a offert à son tour des sacs de céréales et d'habits. Compte rendu, Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Les sinistrés de Kalinko continuent de recevoir des dons de la part des personnes de bonne volonté et autres associations évoluant dans le pays. Ce sont 20 sacs d'habits, 9 sacs de céréales et une enveloppe symbolique. Le geste est du Haut Conseil de Woulada. Au nom de l'ensemble de tous les parents de Kalinko, nous sommes très heureux de voir les Wouladalaka chez nous ici avec leurs cadeaux symboliques pour nous venir nous sécuriser. Ces actions humanitaires à l'endroit des victimes de Kalinko dénotent des relations d'amitié et de fraternité entre Kalinko et Kouroukoro. Des rapports matérialisés par Elhadj Bourema Tunkara de Kalinko et Elhadj Nenemadi Berete de Kouroukoro. Nous sommes venus apporter de l'aide à nos frères de Kalinko après les événements. Les cadeaux qu'on donne, c'est grâce à nos petites contributions du Haut Conseil de Woulada. Et nous prions Dieu que ces actes ne se répètent plus ici. À Kalinko, l'heure est à la reconstruction. Engagé aux côtés des populations de Kalinko, le Haut Conseil de Woulada invite les fils de la localité à cultiver l'amour du prochain et à œuvrer en faveur de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Et cette visite de terrain du sous-directeur de la justice militaire dans le pays profond, objectif s'imprégner du bon fonctionnement de la justice militaire dans l'arrière-pays, mais aussi s'assurer de la bonne collaboration entre le commandement de ces unités et les administrateurs territoriaux. Sergent Lamine Sara Kamara, correspondant de la presse militaire.
Le code de justice militaire élaboré suite à la réforme du secteur de sécurité a été récemment révisé et promulgué par un décret présidentiel. Dans le souci de vulgariser ce nouveau code, une mission conduite par le sous-directeur de la justice militaire a sillonné les 4 régions militaires du pays. Une initiative du haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la dite justice, avec l'appui du PNUD et du Fonds de consolidation de la paix. Ces ateliers tenus dans les 4 régions militaires nous ont permis de savoir que les tribunaux militaires sont opérationnels depuis 2015. Et les décisions rendues par ces différents tribunaux ont contribué au renforcement, n'est-ce pas, de la discipline au sein des forces armées. Il a été également permis d'enseigner aux commandants d'unité de ces régions militaires les innovations contenues dans le code de justice militaire qui vient d'être promulgué par M. le Président de la République. Quand on a parlé de tribunal militaire, là aussi il y avait des doutes à savoir si effectivement il peut y avoir un tribunal militaire qui va juger que des militaires. Et vous avez vu la première audience publique qui a été tenue à l'Abbé, ça a inspiré. Durant 2 semaines, plusieurs thématiques ont été abordées par la mission. Des thématiques qui ont permis aux magistrats militaires, civils et les commandants des unités d'avoir une large connaissance des innovations intervenues dans le dit code, au nombre desquelles le double degré de juridiction, la compétence matérielle des juridictions militaires en matière d'infraction de droit commun, la loi sur les armes, munitions et explosifs, l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Au terme des travaux, les participants ont vivement recommandé l'organisation de telles rencontres dans tous les 3 ou 6 mois. Car pour eux, la mise en place des tribunaux militaires à formation spéciale dans leur région a permis le renforcement de la discipline dans les rangs et un changement positif du comportement des hommes placés sous leur commandement. Les flux migratoires au centre d'une rencontre entre parlementaires de la francophonie à Lomé, au Togo. Les représentants des peuples d'Afrique francophone prennent le problème à bras-le-corps et proposent des solutions pour freiner le phénomène de la migration clandestine. Compte rendu Abdoulaye Diallo. Selon les parlementaires, 60% de la population africaine a moins de 25 ans et des centaines de milliers de jeunes sont désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leur pays d'origine. Conséquence, chaque année, ce sont des milliers de jeunes qui tentent de migrer vers les pays développés à la recherche de l'Eldorado. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de 22 millions de nouveaux emplois par an pour réduire la migration, surtout clandestine. Face à cela, une coopération multilatérale s'avère incontournable pour la gestion de la migration. Il y a une migration qu'il faut éviter, c'est la migration clandestine qui a des conséquences néfastes, perverses. Et pour ça, évidemment, les pays les parlementaires ont proposé des mesures de politique économique pour faire en sorte qu'on puisse minimiser le phénomène. Entre autres mesures, la formation bien entendu, et puis l'investissement, la bonne gouvernance. Voilà en gros les idées qui ont fait l'objet du débat pendant ce temps-là. Dans les recommandations formulées à Lomé, il ressort que les dirigeants du continent noir doivent investir dans le développement à long terme. Ils doivent surtout comprendre qu'il est indispensable de donner la priorité à l'éducation technique et professionnelle. Sous la Première République, lorsque on sortait de l'université, l'emploi était automatique parce qu'en ce moment, n'est-ce pas, il y avait une capacité de création des emplois que l'État avait. Mais dans l'état actuel des choses, en Guinée comme partout dans nos pays africains, ce n'est plus l'État qui emploie, c'est le secteur privé. Et deuxièmement, les jeunes ne sont pas formés, n'est-ce pas, à l'esprit d'entreprise. Dans les pays du Nord, on vous forme, et une fois que vous avez fini de vous former, il faut trouver du travail dans le secteur privé, il faut chercher du travail dans le secteur privé. Et les jeunes sortant
de ces écoles trouvent effectivement du travail. En marge des travaux de cette 10e conférence des présidents d'Assemblée de la francophonie, le Parlement du Togo a offert ce cocktail, histoire d'égayer les délégations et d'immortaliser cette rencontre. À Conakry, finit la formation de plus de 80 épidémiologistes spécialisés en techniques de dépistage précoce des cas d'épidémie. Ils auront désormais pour mission de veiller et de remonter toutes les informations de leur localité sur les différentes maladies à caractère épidémiologique. Reportage signé Sam Maratolno. À l'issue de 3 mois de formation théorique et pratique en épidémiologie de terrain, 87 agents de santé sont prêts à intervenir en qualité d'épidémiologistes spécialisés. Ils sont désormais capables de mener une surveillance efficace contre d'éventuels cas d'épidémie et d'autres maladies infectieuses. Cette formation nous permettra vraiment de relever un grand défi par rapport à la surveillance épidémiologique des différentes maladies. Donc on a une capacité en épidémiologie pour détecter à temps et puis pouvoir faire la riposte et remonter les données au niveau national pour des prises de décision. Ces agents constituent le 3e groupe de cette série de formations spécialisées. Le projet est initié par le gouvernement guinéen et ses partenaires. Il vise à renforcer la synergie d'action entre les services de santé humaine, animale et environnementale pour réussir le dépistage précoce des cas d'épidémie. Ces cohortes vont travailler sur le terrain pour aider à la détection, à la réponse aux épidémies. Ils jouent un rôle très important. Les 2 cohortes précédentes ont déjà montré des grands succès sur le terrain. Et cette cohorte, en plus, est très jeune, très dynamique et implique les 3 ministères de la santé, de l'élevage et de l'environnement. Il y a déjà un certain nombre que nous avons choisi qui doivent aller à Ouaga pour une formation spécialisée avancée en épidémiologie de terrain pour 2 ans. Et c'est à leur retour qu'eux, ils vont servir de tête de pont pour que la Guinée puisse s'approprier de cette méthodologie de formation afin d'assurer le suivi de ceux qui sont déjà formés et continuer la formation pour les nouveaux cadres qui vont être recrutés dans le même domaine. Cette série de formations s'inscrivent dans le plan de relance et de résilience du secteur de la santé après le passage de l'épidémie Ebola il y a 3 ans. Le salon professionnel des médias et de la communication récemment organisé à Conakry nous a fait découvrir l'exploit des jeunes étudiants de l'ISIG à travers des reportages, magazines et des éditions d'information en langue locale. Voyons dans ce reportage les prouesses de ces futurs journalistes avec Mabint Laïsouma. Il n'y avait pas que les professionnels des médias au CROSCOM. Les étudiants de l'Institut supérieur de l'information et de la communication ISIC de Kountia étaient également au rendez-vous. Ces journalistes en herbe ont installé une rédaction temporaire dans un stand. Elisabeth et Ousmane sont les rédacteurs en chef. Leur rôle, distribuer les tâches du jour. On dit c'est le mois de la femme, bon, je dois relever le défi. Donc j'ai plutôt un peu de pression, mais j'arrive à tenir le coup avec mes reporters. En tant qu'étudiant, on est venu exposer les valeurs de l'ISIC, montrer aux participants de ces salons que l'ISIC est en train de produire les journalistes professionnels. C'est une très grande porte qui m'est ouverte au monde médiatique notamment, parce que j'ai eu la chance de rencontrer les personnes, des personnes que j'aimais vraiment voir à la télé, comme la présentatrice de la RTG Maferin. J'ai rencontré aussi Mabint Laï, les gens que j'aime vraiment voir, écouter tout. Donc je crois que c'est un avantage pour moi. Je suis dans mon bon chemin de devenir comme eux aussi. Ces futurs journalistes ont produit 2 journaux sur les activités du CROSCOM. L'un en presse écrite et l'autre dans l'audiovisuel, une édition télévisée et des reportages en langue soussou. Tout un art salué par les professionnels des médias. Je suis à plus d'un titre satisfait de mes étudiants pour la simple raison qu'ils ont pu assurer depuis les 2 jours avant l'événement à produire un journal avant l'événement qui a été distribué ici. Celui d'aujourd'hui aussi a été distribué. Pour ceux de l'audiovisuel, ils ont pu faire un journal en langue nationale. Une première en République de Guinée. En Guinée, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le kibaro. Et faire un journal télévisé en langue, c'est une première. Ils ont essayé ici, moi j'appelle ça, c'était un coup d'essai et ça a été un coup de maître. Eux qui sont l'avenir de demain dans ce métier, s'ils prennent des initiatives comme ça, mais ce n'est que salutaire.
Et ça en dit long sur le potentiel qu'il représente dans le domaine des médias et de la communication. Donc ils sont encouragés, le CROSCOM était là pour ça, pour révéler ce genre de talent et de professionnalisme, et on ne peut qu'encourager ça. Pour les étudiants de l'ISIC de Kountia, ce premier salon professionnel des médias et de la communication leur a permis de côtoyer les aînés du métier et d'avoir un aperçu général sur les défis qui les attendent dans leur future carrière. Religion à la découverte de la nouvelle église en construction au quartier Symphonia. Les fidèles catholiques de cette paroisse ont prié ce dimanche dans cette maison de Dieu en chantier. C'était pour constater le niveau d'évolution des travaux et lancer un nouvel appel pour la mobilisation des fonds afin d'achever ces travaux. Reportage Bernard Tonguino. En construction depuis 2008, l'église Saint-Charles Luanga de Symphonia abrite pour la première fois les fidèles de la paroisse. En ce 5e dimanche du carême, les responsables de cette communauté religieuse ont tenu à faire découvrir aux fidèles l'évolution du chantier de l'église. Un chantier financé à travers les œuvres pontificales missionnaires et la contribution personnelle des fidèles. Avant la date définitive pour terminer nos travaux, déménager définitivement, nous avons préféré aujourd'hui faire venir tous les fidèles pour apprécier ce que nous sommes en train de faire ou désapprécier ce que nous sommes en train de faire. Ensemble maintenant, faire une mise en commun, faire la synthèse pour mettre une œuvre, un chef-d'œuvre de Dieu ici en place qui partira de très peu d'erreurs. Parce que l'appréciation ne viendra pas du vice-président, du curé ou bien du conseil paroissial. Voilà c'est pourquoi on a exigé aujourd'hui, en ce 5e dimanche de carême, inviter les fidèles pour venir prier avec nous, apprécier les coups. Dans son homélie, le prêtre célébrant exhorte les fidèles à s'investir davantage pour la réalisation de cette maison de Dieu. À date, les travaux de construction de l'église sont à 80% du taux d'exécution. Ce projet a en son sein, au niveau de la cave, une salle de conférence, 3 bureaux. C'est-à-dire les 3 bureaux sont repartis comme si un bureau pour le curé, un bureau pour le vice-président et un bureau pour le conseil paroissial. Et en haut, nous avons une salle de culte de plus de 1000 places. Et en projet, nous avons un bâtiment R+1 qui est prévu pour le presbytère. Si on a la disponibilité pour l'achèvement des travaux, dans 2 mois, nous pouvons livrer le chantier. Déjà, près de 800 millions de francs guinéens sont investis dans le chantier. La paroisse sollicite l'appui des bonnes volontés. Et sur place, les fidèles ne désarment pas dans la poursuite des contributions. On est décidé à contribuer. Et chaque solennité, et d'ailleurs, il n'y a pas un dimanche qui passe, un fidèle ou 2 fidèles, 3 fidèles, et régulièrement, chacun contribue à sa manière et à sa façon. Mais les femmes sont vraiment décidées à contribuer pour la construction de cette église. Avec plus de 2500 fidèles, Saint-Charles Luanga de Symphonia est l'une des plus grandes paroisses de l'archidiocèse de Conakry. L'achèvement de ce chantier est vivement attendu par les chrétiens de cette haute banlieue de la capitale. Mesdames et messieurs, cette page religion met fin à ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Passez une douce nuit et bon début de semaine. À bientôt.